Information importante, Pierre, c'est ce qui se passe avec ces dernières déclarations américaines sur le nucléaire. Ce qui se dit aux États-Unis, nous avons renforcé nos moyens de surveiller. Alors, quels sont-ils de surveiller la possible mise en alerte des forces nucléaires russes? Nous avons les moyens de le faire, nous le faisons, et nous le faisons de plus en plus. De quoi s'agit-il précisément d'abord? Les indispensables avec Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Qu'a déclaré précisément la Maison-Blanche? Elle évoque sans détour le dispositif nucléaire russe. Regardez, nous le surveillons de très près, indique hier sous couvert d'anonymat un haut responsable du gouvernement de Joe Biden au journal américain Politico. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Eh bien la presse américaine, mais aussi française, avec Air Cosmos, ont découvert qu'avant-hier, 2 avions américains de surveillance ont survolé les frontières de l'enclave russe de Kaliningrad, territoire russe entre la Lituanie et la Pologne, où des ogives nucléaires de l'armée russe sont installées. L'objectif, chercher le moindre signe de mouvement nucléaire. Ces avions, les voici. Les RC-135W et le RC-12X, ils sont capables de détecter et de géolocaliser les télécommunications au sol, même les plus discrètes. Autre information. 3 jours plus tôt, vendredi, un autre avion américain a survolé la côte ouest de la mer Noire, plus au sud de l'Europe. C'est un EP-3 Harris. Lui aussi est capable d'intercepter non seulement les télécommunications, mais aussi tous les signaux qui passent par les ondes ou encore les radars. Alors la question, pourrait-il intercepter l'ordre d'une frappe nucléaire? Oui, notamment ceux de la flotte russe en mer Noire. Autre chapitre plus classique, les Américains utilisent aussi des satellites espions capables de prendre des photos. Un accès à l'imagerie assez bon pour pénétrer le système russe, indique le haut responsable au journal Politico. Alors, quelles photos? Toutes qui permettraient de détecter des mouvements de missiles ou bien de rampes de lancement russes sur des bases militaires en Russie. Pourrait-il pour autant détecter le moindre mouvement de missiles nucléaires? Non, avoue la Maison-Blanche. La raison est simple, la Russie a dans son arsenal des ogives qualifiées de micro-nucléaires, faciles donc à déplacer et donc à dissimuler lors d'un transfert. Pour ces armes nucléaires de petite taille, nous n'allons probablement pas le savoir, avoue le haut responsable. Dernier point, Quentin, est-ce qu'il y a aussi du renseignement humain? Est-ce qu'il y a en clair des espions, des agents américains qui infiltrés au cœur du système pourraient savoir si l'ordre de lancer l'arme atomique est donné? Alors, l'article Politico n'évoque pas l'existence de taupes au sein des services russes, sans doute pour ne pas éveiller les soupçons. Il parle plutôt d'espions formés aux techniques d'écoute clandestine pour discerner si un tel ordre avait été donné. On parle donc là d'espionnage à distance. Les espions américains travaillent donc à détecter un éventuel feu vert par Vladimir Poutine pour appuyer sur le bouton. Merci Quentin. La question qui nous intéresse, celle qui était posée à Quentin, et avec une réponse nuancée, mais est-ce qu'on peut vraiment le savoir? C'est si... Parce qu'on a beaucoup dit que la mise en alerte, elle était au niveau 2 sur une échelle de 4. La mise en alerte des armes nucléaires russes. Si les Russes décidaient de passer au niveau 3 ou décidaient de passer à l'action, est-ce que les Américains le sauraient quasiment en temps réel? Est-ce qu'il y a les moyens de le savoir avec peut-être ce renfort de surveillance? Alors, la présentation de Quentin est extrêmement précise et dit un certain nombre de choses. Pour les armements nucléaires, vous avez 2 types de dispositifs. Vous avez ceux qui sont les armements nucléaires qui sont stockés et ceux qui sont déployés. Donc c'est deux types. Ceux qui sont stockés, comme on l'indique, les têtes sont stockées et donc ne sont pas en œuvre, ne sont pas nécessairement sur les porteurs, sur les lanceurs. Et puis après, vous avez les armes déployées. Ça a été très bien présenté dans le topo de Quentin, notamment à Kaliningrad, où vous avez des missiles Iskander qui ont une capacité de tête nucléaire ou de tête conventionnelle, 500 km. Et vous avez des missiles Kinjal, 2700 km de portée, qui peuvent être aussi conventionnels ou nucléaires. Et puis, vous en avez également en Biélorussie, qui ont été placés, plus tout le reste. Alors, tout ce qui est gros, entre guillemets, est détectable par tous les moyens qui ont été présentés, parce que ça laisse des signatures radar, et aussi parce que, avant la période de tension avec la Russie, il y a eu des accords de désarmement, STAR, New STAR, etc., et qui étaient accompagnés d'un texte qui s'appelait Open Sky, ciel ouvert,
qui représentaient des mesures d'assurance mutuelle qui permettaient aux avions des uns et des autres, des Américains, des Européens et des Russes, de survoler l'espace aérien de ce qui était un partenaire à l'époque, pour vérifier qu'il y avait justement, qu'on ne trichait pas, qu'on ne cachait pas sous le coude des missiles, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du côté des Occidentaux se trouvent très documentés les endroits où se trouvent tel type de missiles, les missiles nucléaires stratégiques, très longue portée, intercontinentaux, les missiles tactiques. Deux problèmes particulier, c'est que dans tous les pays qui ont l'arme nucléaire, la composante majeure, c'est les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Nucléaires parce que c'est la propulsion nucléaire et ça lance des missiles stratégiques intercontinentaux qui partent dans l'espace pour aller frapper des objectifs. Et les Russes, on en avait parlé, disent qu'ils ont inventé des missiles particuliers qui montent, qui descendent, qui tournent à droite, qui tournent à gauche. Donc là, si vous voulez, le départ, comme par définition, ces sous-marins sont au fond des océans, ne bougent pas, ne font pas de bruit. Là, c'est difficile de les suivre à la trace. Donc, premier problème. Ceci dit, quand le missile part, après, il y a des systèmes radars qui permettraient de détecter une fusée comme la fusée de Kourou. Parce que c'est ça, c'est des gros trucs qui partent. L'autre problème qui a été également souligné, c'est que les Russes, dans la tradition soviétique, auraient miniaturisé, c'est un peu fort, mais auraient réduit les têtes nucléaires à petite dimension. Et là, effectivement, ça peut être plus compliqué. D'où ce que vous avez dit, à savoir, non pas des espions américains, mais des espions russes travaillant pour les Américains. Il y en a. Bah oui, c'est ça le métier. Le métier de tous les services secrets du monde, c'est de recruter des locaux. Et donc vous avez nécessairement des espions russes qui travaillent pour les Américains, comme vous avez certainement en Russie des espions ukrainiens qui travaillent aussi pour les Américains. Parce que vous avez une facilité de pénétration, etc. Et quand vous voulez avoir du renseignement, dans des milieux un peu difficiles, un peu opaques, où, si vous voulez, il y a une traçabilité de votre parcours, il vaut mieux aller recruter, c'est le boulot de base des services de renseignement, d'aller recruter des locaux pour faire ce travail important. En langage courant, je retiens qu'il y a beaucoup de dispositifs de surveillance et qu'on a beaucoup de chances de le savoir si quelque chose frémissait, mais qu'il y a toujours des trous dans la raquette. Oui. Vincent ? Au fond, le renseignement, c'est de la pêche au chalut. Quand vous approchez d'un banc de poissons relativement mince, vous pouvez sortir, en Baltique par exemple, les harengs pour le coup, vous sortez des filets dont le maillage est plus serré. Ce que font les Américains en ce moment, et c'est plutôt rassurant, c'est de resserrer le maillage de leurs filets. Simplement, comme ça a été indiqué par Quentin et par Pierre, certaines ogives nucléaires particulièrement miniaturisées, pour faire simple, peuvent être trop petites pour être prises en quelque sorte dans la nasse. Mais ce qui est tout à fait important, et on l'a souvent répété ici, au-delà de toutes les embardées rhétoriques, on essaye de faire la part des choses entre le chantage nucléaire, la menace, là encore, pression sur l'Occident, et la réalité des mouvements. Est-ce que ça bouge autour de ce silo? Est-ce qu'il y a des ordres qui ont été donnés à tel ingénieur spécialiste dedans? Est-ce que tel colonel qui a pour mission 2 a été rappelé de sa permission? C'est ces faits objectifs-là qui doivent être surveillés encore plus près aujourd'hui qu'hier.